moi, quand je t'ai dit que j'avais perdu 25 kilos, j'ai perdu 25 kilos en mangeant 4000 kilocalories par jour. Bah, de toute façon, rien que dire, perdre 25 kilos en, c'est combien? 2 mois, en mangeant 4000 calories par jour, déjà les gens, ils devraient te dire: «Ce n'est pas possible». Ouais, c'est ça. Et franchement, dire à monsieur tout le monde de te mettre en déficit calorique, donc de baisser ton métabolisme de base, de perdre un petit peu, puis après ça se stabilise, et puis après de recommencer un déficit calorique, et puis mais on l'a déjà fait ça, ça a jamais marché. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on accueille Isabelle qui fait un régime cétogène depuis 8 ans. Heureux de te recevoir sur la chaîne. Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Salut Raphaël, merci beaucoup pour ton invitation et je vais bien. Alors, raconte-nous comment tu as découvert le régime cétogène? Alors voilà, en fait, il y a 9 ans, je me posais pas mal de questions sur mon alimentation. Et parce que, voilà, je commençais, enfin, j'ai eu, 4 enfants en 5 ans, donc j'avais commencé à prendre un petit peu de poids. Pas beaucoup, hein, j'étais mince quand j'étais jeune, et puis au fur et à mesure, du nombre d'enfants qui augmentait, j'ai commencé à prendre de plus en plus de poids, et tout en mangeant de façon, équilibrée, on va dire, vraiment avec des produits, bruts. C'était moi qui cuisinais tout, donc j'aurais pu passer à côté de la chance de tester l'alimentation carnivore. Mais voilà, je me suis cassé la cheville, et donc du jour au lendemain, tout a été remis en question, et donc j'étais complètement immobilisée pendant plusieurs mois, et j'ai dû me faire livrer. Alors même si je me faisais livrer quand même des aliments bruts, bah, j'avais du mal à les cuisiner, et puis c'était peut-être un peu moins brut, et cetera. Par exemple, du jambon, de chez Carrefour, ben, voilà, c'est Ouais, quand même un aliment transformé, même si a priori ça devrait pas l'être, et voilà, donc j'ai commencé à prendre plus de poids, même au niveau du mental, tu vois? Quand tu es immobilisé comme ça, oh, une exception, tu sais, la vie elle est trop dure, hop, tu te prends, peut-être, je sais pas, un petit dessert ou des trucs comme ça, et donc j'ai commencé à prendre plus du de chocolat. poids. Du chocolat, oui, c'est vrai. Plus de poids, et puis en même temps, j'avais plus de temps, heu, pour, heu, pour commencer des recherches aussi, pour regarder, est-ce il y avait plein de trucs qui me semblaient complètement, incohérents, dans la prise de poids, parce que je mangeais tellement sainement, que des produits bruts, des produits frais, et cetera. Je comprenais pas, et c'est vrai que, la société entière me disait que c'était normal de prendre du poids avec l'âge. Voilà, c'était la trentaine, après c'était la quarantaine, c'était les enfants, et voilà, c'est normal de prendre du poids, mais combien de poids, combien de kilos, c'est normal? À partir de combien est-ce qu'il faut se dire: «C'est pas normal», tu vois? Donc j'ai commencé à regarder, alors je me suis dirigée vers le paléo. Ça m'a un peu parlé, mais en même temps, tu vois, moi, ma mère, elle est chinoise, donc moi, j'étais plus axée riz que pâtes et pain. Je mangeais pas beaucoup de pain, donc ni de produits laitiers, ça me parlait pas trop. Heu, on commençait à parler un petit peu de cétogène, mais vraiment pas beaucoup. Il y avait, quasiment aucune ressource à part Ulrich. Je crois que c'est à ce moment-là Oui. qu'il a fait son site web, et j'ai tout épluché sur, l'alimentation cétogène. Vraiment, ça m'a parlé. J'avais jamais fait de régime de ma vie. Je savais, chaque cellule de mon corps savait que le gras, c'était la vie. Et C'est une connaissance innée ça. c'est ça, et du coup, ça m'a parlé. Par contre, j'étais pas prête à franchir le pas. Par contre, je me suis dit: «Si jamais je tombe malade, quoi que ce soit, je bascule en alimentation cétogène du jour au lendemain». Hem, je suis pas tombée malade, mais c'est ma mère qui est tombée malade. Elle a eu un cancer, et je lui ai proposé de venir, vivre avec nous à Paris, et de l'aider, sur son traitement, et de passer en alimentation cétogène toutes les 2, toutes seules, et voilà, parce que j'y croyais à fond, et puis en même temps, j'y croyais, mais si ça marchait pas, j'étais prête à j'avais plein de plans, plein de choses à mettre en place en tout cas, et puis le régime cétogène n'était qu'une, qu'une des choses, à mettre en place. Voilà, donc c'était il y a 8 ans, et donc on a basculé en alimentation cétogène, du jour au lendemain. Hem, pour mettre ça en place, on a vu qu'on était 7 dans le foyer quand même, il y avait 3 enfants qui avaient entre 1 et 6 ans, plus mon mari, donc on était 7, et le plus simple pour nous a été de cuisiner, les mêmes choses qu'avant, et c'est juste qu'on a enlevé tous les féculents dedans. D'accord.
On a mis un point d'honneur aussi à manger, beaucoup et souvent. C'est-à-dire que pas de jeûne intermittent au début, mais au contraire, 3 bons repas par jour, tu vois? Avec, l'avocat, des œufs, du bacon le matin, des noix, du chocolat, noir, des rillettes, donc vraiment un truc énorme. Je savais pas du tout ce qui m'attendait parce que j'avais jamais fait de régime et je m'attendais à mourir de faim, tu vois? Parce que le riz me calait l'estomac, voilà et puis, j'étais très surprise, de noter, que, pour la première fois de ma vie, j'avais acquis une satiété et que j'avais plus faim et que j'avais pas besoin de manger toutes les 2 heures. Voilà voilà comment j'ai basculé en alimentation cétogène. Oui, c'est génial. Alors déjà, tu as eu cette chance d'avoir cette espèce d'intuition innée parce que moi, je connais beaucoup de personnes qui commencent le régime cétogène et qui se disent pas: «Le gras, c'est la vie», parce qu'on nous a tellement appris que le gras, c'est pas bon, le cholestérol, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui diabolisent le gras et qui se disent, «Ah, non, le gras, c'est pas bon pour toi, c'est pas». Donc déjà, d'avoir cette connaissance innée, de se dire: «Non, le gras, c'est la vie, le gras, c'est bon», c'est déjà un point hyper positif qui fait passer plus facilement dans ce genre de régime-là. Parce que si tu pars avec des croyances que le gras, c'est pas bon pour toi, ça va devenir hyper dur de te dire: «Ah oui, non, mais c'est comme ça que je vais me soigner», et cetera. Ce que tu as souligné aussi, c'était que, bah, tu faisais tout correctement. Tu faisais tout ce que les médecins te disaient de faire. Effectivement, manger donc, 50 de glucides par jour avec le riz et puis, tout le reste. Et tu mangeais hyper équilibré et tu mangeais hyper sainement. Tu mangeais beaucoup d'aliments non transformés, et pourtant, tu prenais du poids. Tu quel âge à cette époque-là, du coup? 39 ans? 39. OK, donc début Ouais, de la quarantaine. ouais, c'est ça. Oui, oui, c'est Là, vers, je me ouais, pose c'est vers des cet questions. âge-là. Mmh. Mmh. Où ça commence à déconner. Ce qu'on disait avec Clément la dernière fois, c'est effectivement, c'est autour de ça, entre 35 et 40, où le corps, il peut plus supporter, tous les petits trucs qu'on a fait au début de notre vie, où finalement tout fonctionnait correctement et d'un coup, pouf, ah, là, bah, ça marche plus. Ouais, Ça a l'air d'être c'est exactement ça, en l'expérience. fait, jusqu'à 40 ans, tu as le corps de ta naissance, en fait. Une résilience. Tu as la résilience de ton corps, tu es jeune, après 40, tu as le corps que tu mérites et donc avec les efforts que tu fais. Mais Mmh. à 20 ans, tu as, le fait que tu sois mince et en bonne santé, c'est normal et aujourd'hui, le problème, c'est que tu perds ta santé de plus en plus tôt. Moi, je vois Oui. mes enfants, il y a des enfants qui ont 10, 15 ans qui sont déjà diabétiques. Enfin, c'est terrible, hein. C'est Oui. vraiment terrible. Ça, c'est terrible. Heu Moi, j'ai eu de la «chance» entre guillemets de ne pas avoir fait partie de tout ça, mais moi déjà, j'ai commencé à prendre du poids très tôt, vers mes 15 ans. J'avais déjà, un petit bidon et j'étais en léger surpoids, pas gros surpoids, mais rien que le fait que ça existe alors qu'on sait que, il y a 50 ans, c'était pas le cas, c'est un signe que, la nutrition a totalement changé et qu'on a perdu, cette connaissance innée de comment, un humain est censé se nourrir, et c'est terrible. Ouais, ouais, complètement mais c'est vrai que c'est vraiment penser différemment. C'est-à-dire que tu étais vraiment dans une structure qui t'empêche en fait de penser autre chose que, le gras, c'est pas bon pour toi, il faut fuir le gras, il faut manger de plus en plus de légumes, il faut manger de plus en plus de fruits et plus on en mange et plus on grossit et plus on a des problèmes intestinaux mais on continue encore plus ce qui m'a peut-être aidée, c'est que mon père a fait, dans les années 90, un régime Atkins, heu, qui est l'ancêtre du régime cétogène et c'est vrai avec des résultats incroyables. Après le plus gros échec de l'alimentation cétogène, c'est que ça ne marche pas quand on ne le fait pas. C'est-à-dire que ouais, Non! c'est ça, c'est qu'en fait, c'est pas un régime miracle où tu le fais une fois pendant 2 semaines et bim, ça te résout tous tes Ah! problèmes de santé. C'est ça que tu voulais dire? Mmh. Oui, ça ne marche pas quand tu le fais pas. C'est-à-dire quand tu arrêtes l'alimentation cétogène et que tu reprends, la même alimentation qui t'a rendu malade et ben, bim, tu redeviens malade Tu redeviens malade. et c'est dur. C'est dur parce que, Oui. ouais, je sais pas, on a le fantasme d'imaginer qu'il existe une alimentation, simplement tu la fais, tu fais des efforts pendant 2 semaines et puis après ça résout tous tes problèmes à vie. Une baguette magique quoi et puis en fait non. Mmh.
Quand tu arrêtes l'alimentation cétogène et que tu reviens en arrière et bah, tu as les mêmes problèmes qu'avant. Oui. Moi, je le remarque, parce que là, en ce moment, je me suis remis à manger du chocolat et pareil, je me suis mis à avoir des petites inflammations. Je me suis mis à re et c'est ouais, c'est désespérant de se dire: «Bah, en fait, tu ne peux pas guérir complètement». Alors, c'est moins pire qu'à l'époque, mais effectivement, dès que tu arrêtes le régime cétogène et il y a beaucoup de gens qui diraient: «Bah, du coup, en fait, ça marche pas ton régime parce que tu n'es bien que pendant que tu le fais. Donc du coup, ça ne soigne pas». Oui, il y en a Qui, beaucoup. bah, oui, Il y en a beaucoup en ils fait disent qui voilà, qui veulent revenir à une alimentation normale c'est et ça. et ça c'est biaisé parce que l'alimentation normale, l'alimentation physiologique, c'est l'alimentation cétogène. C'est Mmh. pas, 50 de glucides, c'est pas du pain, c'est pas des pâtes, c'est pas des fruits et voilà. Et ouais, on a cru pendant très longtemps, enfin, en tout cas, on peut manger des fruits, mais vraiment en très petite quantité et certains fruits très genre des myrtilles et des, framboises, mais vraiment, les fruits peu glucidiques qui ont beaucoup de vitamines intéressantes à l'intérieur, c'est très, très limité, quoi. Ouais, en cétogène, après c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'en cétogène, tu as le droit de manger tout ce que tu veux. Donc Oui. c'est vraiment open bar. C'est juste, petit rappel, juste une quantité de glucides à ne pas dépasser, sachant Par que, jour. par jour, sachant que cette quantité, est extrêmement flexible d'une personne à une autre. Voilà, ça peut être 20 grammes, ça peut être 30 grammes, ça peut être 50 grammes, ça peut être 100 grammes, Oui, ça heu, peut être 100. exceptionnel. Mmh. Mais voilà, donc à la limite, la seule chose à compter, ça serait les glucides, donc les fruits peuvent en faire partie. Mais c'est vrai que si dans une pomme, il y a 20 grammes de glucides déjà, ben, il faut vraiment avoir envie de manger ta pomme parce que sinon tu fais la croix sur tout le reste. Donc en gros, une alimentation cétogène, c'est de la viande grasse avec, des légumes quoi, c'est-à-dire que les fruits n'ont pas forcément, la place, si jamais on mange des légumes en quantité, parce que les légumes viennent avec pas mal de glucides. D'ailleurs, chose intéressante que j'ai appris ce matin en regardant, l'interview d'Ulrich avec, Idrissa Berkane du coup. Il disait justement que parce que moi je fais bon, à la base je fais pas régime cétogène, j'essaye de faire régime carnivore, donc de vraiment, bah, pas de glucides du tout et ce matin du coup j'ai appris ça. Il disait: «Ce qui est intéressant avec le régime cétogène et du coup le fait qu'on n'interdise rien et qu'on compte juste les glucides qu'on ingère, c'est que lorsqu'on prend ces glucides, on fait pas la différence entre sucre lent, sucre rapide, sucre complexe, sucre simple, machin. Non, c'est tu as le droit à tes 25 grammes de glucides par jour. Si tu as envie de te faire une tartelette au citron dans laquelle il y a 25 grammes de glucides, tu le fais». Et ça, c'est quand même beau de se dire: «Bon, bah, en fait, je peux prendre mon dessert, ça va juste être le seul truc glucidique que je vais bouffer de la journée». Donc du coup, effectivement, on élimine les pâtes, on élimine la pâte, on élimine le pain, on élimine la pâte à pizza. Mais quand on veut se faire plaisir et se faire un truc glucidique, on peut prendre vraiment le truc le plus sucré qu'on adore et c'est pas du tout un problème, ce que je trouve génial. Ouais, 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 vraiment. Je pense que, bah, dans son interview, il parle de réconfort et c'est exactement ça Oui, parce que tout à pour le fait. coup, moi, ça fait depuis quelques mois que je coach des personnes en alimentation, cétogène et c'est vrai que, bah, il y a vraiment une notion de réconfort, de se faire plaisir aussi, encore plus dans la maladie. Tu vois? Est-ce que j'ai le droit? Oui, tu as le droit de faire tout ce que tu veux, c'est toi avec toi-même et donc c'est très compliqué et puis en même temps, c'est toi qui es libre de tes propres actions, de manger des fruits si tu veux, de placer, tes glucides dans les fruits, tes glucides dans les légumes, ou dans les desserts mais c'est te réapproprier aussi ton autonomie et ta responsabilité. Exactement. Ah oui, la responsabilité, c'est hyper important. Je pense qu'on a ce gros problème, notamment en France, avec, l'assurance maladie et cetera, que la plupart des gens ne veulent pas prendre la responsabilité de leur, santé et ne veulent pas prendre la responsabilité de ce qu'ils mangent et donc ils veulent juste la pilule magique qui fonctionne et ça, c'est terrible. Mais effectivement, le fait de se dire: «OK, j'ai de l'agence par rapport à ce que je peux manger, j'ai de l'agence par rapport à ce qui me fait plaisir». Moi, je vois ça comme un point positif dans le sens, si j'ai envie de manger du chocolat, je peux manger du chocolat, je vais juste peser le pour et le contre de est-ce que je préfère manger, ma tartelette au citron ou un plat de pâtes? Et en plus, le plat de pâtes, c'est largement plus glucidique qu'une tartelette au citron. Donc, le choix est vite fait pour moi. Mais c'est vrai que pour les gens qui sont accoutumés à manger énormément de riz, énormément de pâtes, se dire: «Il faut que je l'élimine et ça fera plus partie de mon repas»,
c'est ça qui va être compliqué, c'est de se dire: «Il faut que je baisse tellement les glucides que j'enlève les féculents» et il y a beaucoup de gens pour lesquels ça fait partie de leur régime et moi, par exemple, je sais que maintenant, un des trucs où je me dis: «Ça, ce sera plus jamais», c'est les trucs à base de pain, de blé et tout. S'il y a une pâte, enfin, si c'est du pain, je me dis: «Mais ça n'a aucun intérêt». J'en retire pas un plaisir énorme. J'ai pas le high du sucre, je suis pas je me sens pas, super énergisé par le fait de manger du pain. C'est totalement psychologique. Enfin, moi, j'en retire aucun plaisir. Je me dis: «Je préfère manger une bonne tablette de chocolat allez, au caramel au beurre salé, soyons fous et vraiment voilà et vraiment me bouffer mes 40 grammes de glucides comme ça, que de me dire: «Je vais me manger une baguette de pain». Enfin, c'est bon, C'est c'est mon truc personnel. c'est super important ce que tu dis parce que, il y a plusieurs façons de faire du keto, il y a plusieurs façons d'échouer en keto aussi. Oui, ça, Et une des raisons notamment, c'est compliqué de changer d'état d'esprit, tu vois? Et puis de rester accroché au sucre parce que le sucre, c'est une drogue. bien sûr. Et le fait de te dire: «Non mais je peux passer en keto, je vais juste, faire ma tarte au citron avec une base, poudre d'amande et puis, je vais mettre du beurre avec, du xylitol, de l'érythritol et cetera». Ça marche. Enfin ça marche. Te tu vas Oui, pas te dépasser tes 20-30 grammes de glucides, sauf que tu seras toujours drogué. oui, c'est vrai. Tu seras toujours drogué, accoutumé au goût du sucre, Oui, avec peut-être des réactions dans ton corps qui seront celles du sucre. Tu vois? Avec une glycémie qui va monter parce que oui, ta perception du sucre est là, tu vois? Et c'est pour ça que moi j'ai un petit peu de mal à accompagner, quand c'est le cas, tu vois? Dans des cas, tu vois, d'addiction au Nutella, ça c'est super compliqué parce que là pour le coup, comment est-ce que c'est possible, hein, tu vois, de se débarrasser du Nutella? OK, tu prépares ta propre pâte à tartiner, tu sais, avec des noisettes et cetera, mais ça aura pas tant le même que tu goût. t'es pas déshabitué du sucre, tu peux pas. Et nous, on a vraiment fait le choix et bon, c'était un choix qui était pas tellement, dur à faire parce qu'en fait, moi, je mangeais pas sucré avant et ma mère non plus. Oui, Donc on n'aimait pas bah, je les comprends. desserts. Donc heureusement et c'est vrai que c'est beaucoup plus dur de passer en alimentation cétogène quand tu es drogué au sucre. Quand tu as l'habitude Bien de sûr. manger du sucre, quand tu as l'habitude de manger du chocolat sucré, d'avoir ton petit réconfort, tu vois, à la fin parce que, et dans ce cas-là uniquement, je pense que ça peut aider, de faire, des substituts de plats, de desserts pendant quelque temps, mais qui servent de béquille, de doudou, tu vois? Et de le lâcher au bout d'un moment. Mmh. Parce que, finalement, tout ce qui est poudre d'amande, oléagineux, moi, c'est pas des trucs que je recommande, tu vois? Vraiment pour, on a tellement de problèmes intestinaux pour l'instant, que le fait de manger des oléagineux en grande quantité, comme c'est le cas actuellement, quand des gens passent en cétogène, c'est pas choisir les meilleures habitudes non plus. C'est pas des bases saines, tu vois? Donc il faudrait vraiment lâcher aussi ce genre d'alimentation, quoi. Oui, moi je pense que alors, avis personnel, je pense qu'effectivement il faut baser son alimentation d'abord sur les aliments les plus nourrissants, c'est-à-dire et c'est pour ça que moi je fais plus régime carnivore que cétogène, c'est que je me dis: «Si je base 90 de mon alimentation sur des produits animaux qui sont de la viande de ruminants et des choses comme ça, bon déjà mon corps sera nourri avec les nutriments qu'il faut et en plus j'aurai moins de place pour manger du sucre derrière ou manger, quelque chose de glucidique ou manger, tout ça». Hem et moins de place pour, donc les oléagineux et tout le reste d'ailleurs. Après, il y a l'histoire du beurre, on en reparlera après, mais si on base déjà la plupart du repas sur de la viande de ruminant, au moins le corps est extrêmement nourri. On mange jusqu'à presque satiété et vraiment après s'il y a, on va dire, un vide émotionnel qu'il faut combler et qu'on se dit: «Bon, je vais quand même prendre mon petit dessert sucré machin et cetera», en, en petites portions que je contrôle, juste pour dire: «Bon voilà, j'ai mes 30 grammes de glucides, ils sont là, je vais les mettre là-dedans parce que j'ai un vide émotionnel». Mais c'est bien de reconnaître qu'on a c'est un vide émotionnel et que c'est pas un vide, nutritif ou que c'est pas un truc dont on a besoin pour survivre. Et donc si on commence par se combler par de la viande et par des produits animaux qui sont très nourrissants pour soi, on a moins de chances derrière de tomber dans, le l'addiction au sucre et cetera. Ouais, complètement et d'ailleurs, bah, du coup, dans mes tests, que j'ai effectués sur l'alimentation cétogène, c'est vrai que j'en suis venue assez rapidement à l'alimentation carnivore parce que, je suis une grosse feignante, tu vois? Oui, moi aussi.
Et c'est vrai que là-dessus, bon, voilà, il y a pas photo. Donc j'achète, mes 5 kilogrammes d'entrecôte chez le boucher, il me la coupe et puis pareil, basculer dans le jeûne intermittent. Donc moi, c'était OMAD, pendant plusieurs années, avec juste un repas à midi. Parce que, j'ai adoré ne pas manger le matin, j'ai adoré ne pas manger le soir, j'ai adoré avoir autant de temps, j'ai adoré avoir, l'estomac vide et juste faire une grillade avec beaucoup de beurre parce que c'est vrai que, je pense qu'on le met peut-être pas assez en avant dans l'alimentation carnivore, mais l'alimentation carnivore, c'est pas une alimentation, enfin, c'est surtout une alimentation avec beaucoup de gras et de protéines et pas beaucoup de Oui, protéines et du gras. Non, 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 c'est des protéines qui accompagnent le gras. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à faire très attention parce que souvent, quand on bascule en alimentation carnivore et qu'on n'aime pas le gras, et ben, on a vite fait de, manger hyper protéiné avec, très oui, peu de glucides et très peu de lipides et du coup, bah, c'est pas ça, quoi, c'est pas ça du tout et tu peux développer un syndrome métabolique assez facilement en mangeant que des protéines d'ailleurs et ça te flingue un petit peu ton métabolisme et voilà, donc beaucoup de gras et des OK. protéines. Donc, ouais, faut que tu étendes sur ce sujet-là parce que je sais que c'est ton sujet de prédilection. Moi, personnellement, j'ai l'impression que alors je me suis mis à manger, beaucoup plus de beurre avec, ma viande et cetera pour augmenter, mon gras et personnellement, j'ai l'impression que, je fais un stalling de perte de poids et j'arrive plus à perdre de poids depuis que je mange plus gras. Donc là, je reteste de manger hyper protéiné. Je ne sais pas si c'est différent entre les hommes et les femmes. Je ne sais pas si la plupart de tes clients sont des hommes ou des femmes. Je pense qu'effectivement, il faut manger plus gras pour les femmes, en règle générale et donc, j'aimerais que tu t'étendes sur le fait que alors surtout, alors là, le truc que tu as dit, que, trop de protéines créent des problèmes métaboliques. Vas-y, alors étends là-dessus parce que alors là, j'ai jamais entendu ça. Vas-y, je te laisse la parole. Non, c'est vrai, j'ai jamais entendu. Alors attends, d'abord, tout est une question de contexte. Donc Oui, c'est moi, mon histoire personnelle. Après mes clients sont des hommes entre 30 et 50 et il y a quand même un pattern qui se dessine, tu vois? Un pattern qui se dessine et alors pour reprendre mon histoire, moi j'ai fait un OMAD, donc One Meal a Day pendant, oui, quelques années, alors je sais plus combien, mais peut-être 2, 3, où je faisais un seul repas par jour avec de la viande grasse, de la sauce, fromage ou juste du beurre, un gros morceau de beurre dessus. Donc parce que j'adore le gras, tu vois, d'une façon générale, donc voilà, j'évitais pas le gras et donc je me sentais vraiment très bien, j'avais pas faim. Donc j'arrivais à satiété et je mangeais, tu vois, une entrecôte de 400 grammes avec bien sûr tout le gras sur le côté, spécialement sélectionné par mon boucher, mon BFF, hein, mon boucher. oui. Et hem et ça marchait du feu de Dieu. Tu vois? Enfin, c'est vrai que je me suis pas étendue dessus, mais quand j'ai commencé l'alimentation cétogène, j'ai perdu 20 kilogrammes en quelques semaines. J'ai perdu 20 kilogrammes en quelques semaines et après j'ai perdu, 5 kilogrammes supplémentaires. Donc en gros, j'ai perdu 25 kilogrammes grâce à l'alimentation cétogène en quelques mois. Et quand je suis passée à du jeûne intermittent, et ben, c'était encore mieux. Ça boostait mon métabolisme et c'était génial. Tellement que je suis restée en jeûne intermittent, tellement qu'après avoir sauté le petit déj, j'ai sauté également le dîner et hem et j'étais ravie. J'étais ravie parce que je me sentais super bien. Mais effectivement, maintenant je reviens dessus et encore une fois, c'est une question de contexte personnel Mmh. parce que, ben, là, tu sais, j'aime bien faire des petits tests. On aura l'occasion d'en Oui, d'en on va discuter. s'étendre là-dessus. Mais je me suis aperçue que j'arrêtais, non pas de perdre, hein, parce que je trouvais ça normal quand même d'arrêter de perdre au bout de 25 kilogrammes parce que pour moi j'étais arrivée, En pas de forme. oui, j'avais même pas envie de faire perdre plus de poids, mais que, voilà, j'étais arrivée à un palier en termes plus de forme et que j'avais commencé à reprendre du poids et que, c'était pas sain. Tu vois? C'est pas prendre du poids parce que mon métabolisme de base, il augmente, parce que je suis en pleine forme, parce que machin. Moi, j'ai 2 raisons à cette prise de poids, parce que j'ai quand même pris 6 kilogrammes en l'espace de 1 an, et 6 kilogrammes, j'ai fait un DEXA scan, justement donc pour regarder la composition corporelle et parce que j'avais un petit peu le fantasme d'avoir pris 6 kilogrammes de muscles
Et puis en fait, non. Ah oui, ça, on l'a tous, ce fantasme-là de se monter sur la balance et de dire: «Oh mais c'est du muscle, ça va». On y croit, on y croit et puis, les faits sont là. J'ai pris 6 kilogrammes de gras. Ouais. 6 kilogrammes de gras et puis là, il y a mon mari qui était effondré, qui me dit: «Non, j'y crois pas et tout, tu as pris du muscle». Alors tu sais, le déni complet parce qu'effectivement, je me suis mise au sport de façon intensive, peut-être même stressante, parce Oui. qu'avec l'alimentation cétogène, et ben, tu as un regain d'énergie, un truc de fou quoi, où, Oui. voilà, à 47 ans, je me suis mise, à la boxe thaï. On est parti, on s'est enfermé pendant 1 mois, dans un camp d'entraînement de Muay Thai. Je me suis je me suis mise, à la force également, voilà, avec des benchmarks, avec des évaluations. Donc vraiment l'année a été, dure physiquement. Donc je pense qu'il y a une partie qui vient de là, voilà, des femmes qui se mettent au sport. Par exemple, si jamais tu t'entraînes pour un marathon, effectivement, il y a des femmes qui prennent du poids parce que le stress, leur fait prendre du poids. Je pense que la deuxième raison également, c'est à cause, du OMAD, à cause du jeûne intermittent. Je pense qu'un jeûne intermittent ne doit pas être chronique. Je pense qu'on devrait pouvoir s'arrêter de faire un jeûne Oui. intermittent quand on veut et ne pas prendre de poids, ne pas avoir un métabolisme qui s'effondre, au contraire. Et que moi, je crois plus peut-être aujourd'hui, hein, on en reparlera peut-être plus tard, dans quelques années, si j'ai pas changé d'avis, enfin j'aurais sûrement changé d'avis, mais quelque chose de le stress hormétique, tu vois, du fait Oui. de s'arrêter de manger, d'avoir un petit boost, pourquoi pas ne f pas faire un jeûne intermittent pendant quelques jours, voire même un jeûne, complet, un jeûne hydrique. Parce que j'ai fait des jeûnes hydriques de plusieurs jours. Mmh. J'ai également fait un jeûne sec, tu vois? Donc j'ai testé quand même des trucs et où là, tu as un stress un peu plus aigu Oui. et Je un stress hormétique où ton corps s'adapte, tu vois? Mmh. Mais quand tu passes 2-3 ans à faire, à être en jeûne, intermittent, en OMAD, bah, ton corps, il s'est habitué quelque part, Oui. tu vois? Donc là, le test que j'ai fait, que j'ai commencé il y a 3 mois, heu, pendant 3 mois, je me suis vraiment mis entre parenthèses où, je voulais faire plein de tests et notamment, reprendre 3 repas par jour. On en a discuté et c'est le premier truc que j'ai mis en place. 3 repas par jour avec, où j'ai moins mangé de protéines. J'ai mangé beaucoup plus de gras pour refaire une céto-adaptation parce que je me suis rendu compte en mettant des patchs, donc j'ai mis un patch, un CGM, donc pour monitorer mon glucose et un CKM pour monitorer mes cétones et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais flingué ma cétonémie, que j'étais pas en cétose nutritionnelle. Tu Ah! vois? C'est là où je te dis que, pour moi, un jeûne, enfin, une alimentation cétogène, c'est ou tu es en cétose nutritionnelle ou tu ne l'es pas. Tu l'es pas. Et comment est-ce que je pouvais ne pas être en cétose nutritionnelle alors que je mange 0 glucides? Tu Et oui. vois? C'est une vraie Ah question. oui, Je mange enfin, 0 glucides, normalement, ça suffit pour être en cétose nutritionnelle. Je mange 0 glucides en mangeant pas mal de gras. Voilà, pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne suis pas en cétose nutritionnelle? Donc je me suis posé vachement de questions et donc là, je me suis dit: «Bah, je me refais une céto-adaptation» et puis, donc j'ai changé de OMAD, hein. Je suis passée à 3 repas par jour avec un petit déjeuner hyper gras et mon entrecôte de midi, je l'ai coupé en 2 et j'ai mis beaucoup plus de gras, c'est-à-dire que j'ai mangé une moitié à midi, 200 grammes et une moitié le soir, mais du coup avec beaucoup, beaucoup plus de gras et tout d'un coup, ma cétonémie a flambé. Ma cétonémie a flambé et ma glycémie a baissé. J'avais une glycémie qui était trop élevée pour quelqu'un qui était en alimentation cétogène, c'était pas normal et je encore une fois, je parle uniquement de mon contexte personnel et c'est là où les tests sont super importants, tu vois? Parce que je me piquais aussi tous les matins parce qu'il y a une différence entre les patchs, qui prennent la glycémie, dans les cellules interstitielles et pas, oui, heu dans le heu sang directement. et pas dans les capillaires. Donc du coup, il y avait une petite différence des fois de 20 points, donc c'était pas mal. Mmh. Mais Beaucoup. les patchs, c'était génial parce que tu vois vraiment une tendance, une progression suivant ce que tu Oui. manges aussi
Et c'est là où tu te rends compte que c'est pas forcément des aliments glycémiques qui te font monter ta glycémie, mais ça peut être dû à plein de facteurs différents. Tu vois, ça peut être dû peut-être au stress. Le stress te fait monter ta glycémie, le sport fait monter ta glycémie, je sais pas, tu as un rhume des foins, ça te fait monter ta glycémie, tu manges trop de protéines, ça te fait monter ta glycémie. Et ça, je l'ai expérimenté directement en faisant des tests dessus, quoi. Alors moi, si je devais donner mon avis là-dessus, alors encore une fois, on est sur des théories parce que, pour l'instant, tout le monde teste, c'est tout à faut tous tester notre propre, truc parce que c'est ça qui est terrible, c'est que vu qu'on n'a pas les études, on est bien obligé de tester sur soi. Hem, ce que tu as dit est important. C'est déjà que ça s'applique que à toi parce que tu as atteint ton poids de forme. Donc déjà, je pense que le prérequis, c'est avoir atteint son poids de forme. Si vous êtes en surpoids, vous préoccupez même pas de ça, vous allez être en cétose, juste en bouffant des protéines parce qu'en fait, à partir du moment où la seule chose que ton corps peut brûler, c'est le gras qui est en toi, je pense qu'il y a pas de souci, il va brûler le gras. Je suis pas d'accord Heu, avec toi là-dessus, mais je pourrais en ah oui, tu es reparler pas d'accord du tout? après. Parce que néoglucogénèse et parce que, tu te dis que, si à partir du moment où il y a du stress, ton corps génère du glucose et s'il génère du glucose, il génère de l'insuline et donc il t'empêche de brûler le gras qui est à l'intérieur de Oui, toi? complètement. Parce que moi, j'ai plein de clients comme ça, en fait, hein. J'ai plein de Mmh. clients qui mangent que des protéines parce qu'ils ont en plus l'habitude de faire de la sèche. Donc si tu veux, ils Mmh. se mangent 2-3 grammes, de protéines par, kilo de poids de corps, qui mangent, pas de glucides, pas de lipides, qui ne mangent que des protéines, qui ne maigrissent pas parce qu'ils ont complètement flingué leur métabolisme. Ils ont une glycémie qui est super haute et donc une insuline, je pense, qui est haute également, parce que bon, c'est plus Bien difficile à sûr. tester, mais qui est plus haute et ils ne perdent pas de gras. Donc il ne suffit pas de il y a vraiment tout ton système hormonal en plus qui rentre en jeu. Si tu as affaire à un organisme qui est stressé, si jamais, oui, c'est plus facile pour des hommes de perdre du poids, de perdre du Je sais gras, pas. de faire du jeûne intermittent. Mais ça, Oui, c'est ça peut être. il y a vraiment des revues qui ont été faites là-dessus. Moi, par exemple, un autre cas de figure, c'est ma prof de yoga, elle a fait juste un jeûne intermittent, hein, en sautant juste le repas du soir. Mais il y a un truc qu'on n'a pas abordé, c'est que dans le jeûne intermittent, derrière ce qui est caché, c'est quand même, une alimentation, hypocalorique. D'accord? Donc tu baisses, ce que tu manges. Donc tu manges moins. Et ben, elle pétait le feu pendant 6 mois et puis tout d'un coup, du jour au lendemain, elle a commencé à perdre du poids, alors 50-48 kilogrammes, à perdre ses cheveux par poignées et Ah! mais elle, c'est une femme et elle a 65 ans. Donc vraiment, ça Oui, dépend oui, bah, justement, donc tu vois? Donc c'est poussé à l'extrême et ben, oui, donc elle a dû arrêter, vraiment de façon, nette, du jour au lendemain et puis recommencer à se nourrir, en fait. bien C'est sûr. juste qu'on se sent tellement bien quand on arrête de se nourrir aussi et que ça marche au début. C'est ça le problème, en fait, du jeûne, c'est que ça marche. Donc Si pour ça moi marche au début. ouais, ouais, je te dis, je l'ai fait pendant des années, mais bah, tant que tu as pas touché le mur, tant que ça marche, bah, tant mieux, tu vois? Puis il faut faire ses C'est ça. expériences. Mais moi, je te dis, moi, mes clients, ça marche pas, hein. Ils justement, j'ai des rendez-vous avec eux parce que justement, ils ont testé le keto, ça a bien marché, mais après, tu sais, tu dévies d'1 % par jour, tu vois? Et tu te dis: «Ah ouais, j'ai augmenté les lipides», mais bon, tu sais, tu mets une cuillère de gras, une cuillère de machin et puis après tu diminues les lipides et puis ça marche aussi. Donc tu te dis: «Ah ça y est, je vais piocher dans mon gras corporel». À un moment, il y a une bascule qui se fait où tu ne vas plus carburer au gras et tu vas carburer, tu vas être, catabolique et je trouve ça dramatique, hein, pour des jeunes hommes de 30 ans qui ont besoin de toute l'énergie dont ils disposent d'être en catabolique. Ils devraient être en Mmh, anabolique. Ils devraient construire de la masse, tu vois? Et donc oui. être quand même dans un environnement d'opulence. Après, qu'est-ce que ça veut dire opulence? Bah, ça dépend de chacun, tu vois? Et comme tu as dit, et d'ailleurs l'insuline est une hormone anabolisante. C'est une hormone qui permet de construire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on prend du gras et qu'on prend du muscle. Heu et on essaie d'être en catabolisme parce qu'on veut perdre du gras,
et la plupart du temps, effectivement, ça nous met dans des états terribles. Comme tu disais, au niveau du jeûne intermittent, moi, j'ai fait cette expérience là, il y a pas si longtemps, il y a 2 semaines. D'ailleurs, j'ai pas été très productif sur ma chaîne parce que j'étais dans un état désastreux. Hem, j'ai fait 2 semaines où j'ai mangé une fois tous les 2 jours et le dernier jour, j'ai fait un jeûne sec et j'étais dans un état misérable à la fin de la journée. Mais vraiment, je c'était horrible. Ma femme, elle m'a dit: «Non mais fais pas ça, là tu as poussé trop ton corps» et c'est la conclusion que j'ai fait. Je pense que j'ai vraiment trop stressé mon corps et que c'était pas du tout, envisageable de faire ça à très long terme. Donc effectivement, il y a un équilibre à avoir. Là, j'expérimente avec mon propre corps, hein, mais je pense que si je veux un truc qui est, tenable à très long terme, c'est faire une journée de jeûne par semaine et pas plus et effectivement, c'est le faire de façon j'ai vu une interview de Thomas Delaware qui en parlait, qui disait que si on arrive à maintenir la base métabolique à un certain niveau et que d'un coup on fait un jeûne de 48 heures, bah là effectivement ça va aller piocher dans les graisses, puis après ça va se restabiliser parce que on se remet à manger. Mais si on fait du jeûne intermittent, du jeûne intermittent, du jeûne intermittent, du jeûne intermittent, bah en fait on a la base métabolique qui va baisser petit à petit parce que ton corps va se dire ah bah en fait je suis pas nourri donc du coup il faut que je baisse mon ratio auquel je brûle les graisses, auquel je brûle l'énergie, etc. Et donc du coup le jeûne est de moins en moins efficace à moyen ou à long terme parce que le corps s'habitue et il se dit non, bah, j'ai pas beaucoup à manger, donc je vais pas dépenser beaucoup. Et effectivement, comme tu l'as dit, il vaut mieux faire des cycles de je me nourris et puis je ne me nourris pas pour avoir cette stabilité qui est très étrange à trouver, très difficile à trouver pour beaucoup de personnes. Ouais, c'est vrai qu'il en est revenu, Thomas Delaware, justement, du jeûne intermittent, Rhonda Oui, Patrice également, tu vois? Où, c'était un outil tellement puissant, le jeûne, tu vois? Tellement oui, facile, hein. Heu, c'est une pilule, hein, que tu avales où c'est facile et moi, personnellement, le premier truc que je conseille à mes clients, parce qu'ils ont un métabolisme qui est déglingué, c'est de faire 3 repas par jour. mmh, Et le fait de manger salé le matin, tu vois? Et de recommencer à se nourrir, de nourrir un petit peu leur corps, leur système nerveux aussi, parce que, qui est soumis à rude épreuve, hein. Le fait d'être aussi stressé, tu vois? Ça rajoute du stress au stress quand on fait un jeûne et oui, alors qu'un petit déjeuner, ça donne quand même un signal fort à ton corps en disant: «Tu vas pas mourir de faim aujourd'hui, t'inquiète pas, je vais t'alimenter». Et je vais te donner du gras, je vais te donner du cholestérol. Tu vas pouvoir avoir un système, hormonal qui sera au taquet, un système immunitaire qui sera au taquet. On va monter le métabolisme. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai fait durant les 2 premiers mois de mes tests. J'ai mangé une plaquette de beurre par jour, donc 250 grammes de beurre ajouté par jour et heu et j'étais prête à prendre du poids. Fuck, je m'en fichais. Moi, tout ce que je voulais, c'était faire des tests et j'ai perdu 2 kilogrammes. J'ai d'accord. perdu du poids en mangeant du gras. Donc on se rend bien compte en fait parce que j'étais, après moi je fais moins de 60 kilogrammes donc si tu veux, je mangeais pas des quantités énormes, tu Oui, vois? Mais je mangeais quand même, 2 500, kilocals, enfin j'aime pas parler en cal, oui. mais voilà, donc je mangeais vraiment beaucoup, beaucoup de gras. Après, c'est vrai que je mangeais pas beaucoup de sucre, mais je devais avoir une insuline qui était très, très basse et ça a permis de réenclencher parce que, je voulais vraiment, récupérer, cette céto-adaptation. Attends, ça fait depuis 8 ans quand même que je mange, céto et puis là, te rendre compte en fait que tu as flingué ta cétose et que, c'était super bizarre et tout de suite, ça a redémarré, tu vois? En quelques jours, hop, j'ai recommencé à carburer au gras parce qu'un truc que je m'étais rendu compte, que j'ai trouvé super important après, ça c'est mon point de vue, c'est que, la nuit, mon corps basculait en, glucogénique. C'est-à-dire que mon corps allait chercher du sucre. C'est-à-dire que tu avais des hippos, c'est le premier stade en fait, hein, de résistance à l'insuline. Tu avais des hippos et puis tout d'un coup, pouf, une glycémie qui repartait et ça, c'est du cortisol. Tu vois, là, c'est du sucre et je me dis: «Mais attends, mais j'ai plein de gras sur moi, pourquoi est-ce que mon corps va pas chercher du gras?» Mmh. Tu vois? Parce qu'en gros, dans ton corps, tu as 2 organes qui contrôlent un petit peu la glycémie, tu vois? Tu as ton pancréas et Oui. tu as ton cerveau. Alors c'est vrai qu'il y a Mmh. quelques centaines, enfin quelques millions d'années, on a beaucoup investi dans notre cerveau, pour qu'il grossisse, pour la réflexion, pour la modélisation, pour et notre cerveau a des besoins en énergie qui sont énormes, d'accord? Le cerveau représente 2 du poids de notre corps et 20
de nos besoins énergétiques. Oui. Et donc d'un côté, tu as le cerveau qui veut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et de l'autre côté, tu as le pancréas qui dit: «OK, mais il faut qu'il y ait 1 gramme par litre de sucre dans le sang». Vu que tout le monde carbure au sucre, tu vois, le cerveau carbure également au sucre chez 99,99% des gens. Mais le problème qui se pose, c'est vraiment pendant ces épisodes de jeûne, en fait, où là, le cerveau, même si tu dors, va avoir besoin de beaucoup d'énergie. Donc il va envoyer un message nerveux directement au foie en disant: «Fournis-moi du sucre. Donne-moi du sucre. Il faut que j'ai du sucre». Mmh. Et de l'autre côté, tu as le pancréas qui dit: «Ouh là là, pas trop, hein». Tu vois? Donc tu as vraiment ton corps qui se bat contre ton corps, tu vois? Entre des besoins énergétiques et le besoin d'une homéostasie, d'un équilibre, où le sucre, il ne faut pas qu'il monte trop parce que c'est toxique dans ton corps. Et donc j'avais ces décrochages justement, la nuit. Et après avoir fait des recherches, tu te rends compte que tout le monde a ces décrochages aussi. Ça correspond peut-être aussi à des micros, réveils, tu vois? Quand tu te réveilles la nuit et C'est cetera. ce que j'allais te demander, c'est quelle est la qualité de ton sommeil, parce que j'aimerais bien corréler à ça. Bah, complètement, c'est que quand tu as des trucs comme ça, parce que moi j'ai une Oura, aussi, une Oura, Oui. tu vois, Ah, tu as un Oura Ring, OK. Une Oura Ring, où tu vois un petit peu les épisodes et là tu dis: «Ah ouais, là il y a eu un». Je peux peut-être le corréler au fait que je me réveillais parce que justement c'était un des trucs que c'est je me réveille la nuit et puis, et c'est pénible, hein. Pendant ces 3 mois, j'ai essayé d'améliorer justement également mon sommeil, d'améliorer, le temps passé en sommeil profond, la récupération et cetera. Et donc pour moi, c'était un gros, challenge de pouvoir carburer au gras la nuit, d'avoir un patch, tu vois, qui me maintienne, à 1,5 hem, nanomol, au moins toute la nuit. Et là, je me dis: «Au moins je carbure au gras». Si mon cerveau a besoin de gras, il va aller piocher dans mon gras corporel. Il va pas aller piocher, dans mes protéines, aller, dégrader, attends, je me tape pas, la salle de muscu pour aller, Dégrader du muscle derrière pour faire du ah ouais, muscle, ouais, non, c'est non, sûr, non, pas hors de terrible. question, hors de question. Et voilà, donc j'ai quand même perdu du poids alors que, j'étais prête à en prendre, en consommant plus, de lipides et parce qu'on fait que dire que c'est, en passant en jeûne intermittent en fait, qu'on qu'on diminue la fenêtre en fait d'alimentation et du coup, qu'on est en autophagie et cetera, qu'on va piocher dans les gras. Moi, je te dis, j'ai perdu du poids. Donc du coup, tu vois, ça remet pas mal de choses en perspective. Ça, c'est des encore une fois, ce sont des tests, sur moi. Et puis après le dernier mois, je l'ai passé à faire des tests pour dire: «OK, maintenant je veux perdre du poids, comment je vais faire?» Donc j'ai diminué le gras et puis là, ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé où mon corps était pas hyper résilient et du coup, j'ai diminué, en gardant le même ratio protéines-lipides et puis là, mon corps, OK, d'accord, c'était cool. Mais vraiment la bascule qui a été faite là, je m'y attendais pas, c'est qu'il a fait beau. Il a fait beau à Paris et oui, oui, c'était suffisamment, énorme pour être souligné. Il y a eu, heu, aussi à partir du mois d'avril, on a des UVB qui recommencent à, qui commencent à être, qu'on arrive à capter, en France. Et le fait de s'exposer au soleil, hein, également, je pense qu'il y a une bascule, en fait, qui s'est faite parce que justement à cette période-là, je me suis beaucoup plus exposée au soleil. Ah ouais, parce qu'avant il y avait de la pluie. Et voilà. Et donc là, j'ai commencé à perdre 300 grammes par jour Ah oui, en mangeant, donc pareil. J'avais essayé de ouais. faire un jeûne intermittent et de sauter quand même le repas du soir et puis, bah, non, je le sentais moyen donc j'étais pas prête à faire beaucoup d'efforts donc je me grignotais un truc, je me faisais un sandwich, jambon beurre, donc du beurre et puis j'enroule du jambon autour. Voilà. Ouais, je pense qu'effectivement, l'exposition au soleil, enfin ça devient de plus en plus connu aussi que l'exposition au soleil aide énormément, tout l'intérieur du corps et cetera. Alors après on essaye de contrebalancer le mauvais temps en se supplémentant en vitamine D, mais bon, c'est pas la seule chose que ça fait hélas. Mmh. Moi je sais que je me supplémente en vitamine D toute l'année, même quand il fait beau parce que je me dis: «Bon, bah, au pire, ce sera éliminé, hein, ce sera pas grave». Ouais, Hem, là-dessus, ça t'empêche peut-être, la supplémentation,
t'empêche peut-être d'avoir une De produire. production endogène, tu vois? Mmh. Et donc, est-ce que ça vaut pas le coup peut-être pendant les quelques mois où il fait soleil, il y en a pas beaucoup dans dans l'année, tu es à Paris aussi, hein, Oui. de peut-être, tu vois, te tester, faire une analyse et puis, voir à combien tu es, en vitamine D et combien tu es, à la fin de l'été et de voir si tu as bien produit, tu vois? Moi, c'est le test que j'ai envie de faire aussi, cette année, c'est ne pas me bon, je vais en Andalousie en même temps, hein, je prends pas beaucoup de risques et et l'idée, tu vois, ça serait de voir, à l'entrée de l'hiver à combien je suis et essayer de garder ça, de pas me supplémenter, l'hiver. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, c'était ce que je faisais mais je pense quand même que enfin, parce que le cholestérol, on ne produit pas une seule sorte de vitamine D, on en produit une dizaine avec le soleil, avec les UVB, tu vois? Et le fait de se supplémenter, ça bypass, hein, à chaque fois qu'on se supplémente en quelque chose, de toute façon, c'est un petit peu comme Mmh. la mélatonine, tu vois? C'est tentant pour bien dormir la nuit, pour bien s'endormir, mais ça t'empêche de le faire toi-même. Donc d'une façon générale, moi ce qu'on faisait avant, c'est que je me supplément on se supplémente pas l'été, mais là, j'ai envie d'aller plus loin et hem et de tenter, en fait, juste la production endogène de vitamine D. Durant une année entière du coup ou seulement pendant le non, du coup, de pas pendant l'hiver, donc pendant une année entière, essayer de pas te supplémenter pour voir ce que ça fait? Ouais, c'est ça et de contrôler, à combien je suis et voir comment je me sens aussi. Voir qu'est-ce que Oui, voilà, ça, c'est très après important. ouais, sur 1 an, je sais pas ce que ça peut m'apporter, mais je pense que ça se tente. Ouais, ça se tente. Moi, c'est clairement pour ça que j'ai arrêté mon test là de manger une fois tous les 2 jours. C'est parce que vraiment au niveau mental, ça allait plus. J'étais Ouais. pas bien, j'étais vraiment pas content, j'étais irritable, un peu déprimé, pas terrible, donc j'ai dit: «Oh là, faut que j'arrête. J'arrête un temps et je reverrai après pour refaire des jeûnes, de 48 heures», hein, parce qu'en vrai, je fais toujours mon jeûne intermittent. Là, j'arrête de manger à 16 heures maximum, je fais quasiment tout le temps, je fais du 16-8. C'est très rare que je mange le soir. Faudrait peut-être que je m'y remette. Après, moi, je sais que je dors très mal quand je mange au-delà de, 17-18 heures. Là, mon sommeil est catastrophique derrière. Donc, bon, en même temps, il faudrait que je me mesure, mais je sens Ouais, le matin que je suis moins en forme. j'ai remarqué un truc aussi, c'est que, j'ai de plus en plus de clients, tu vois, qui, lorsqu'ils se mettent au jeûne intermittent ou en OMAD, qui développent des troubles alimentaires. Tu vois, qu'ils n'avaient jamais développé avant. Tu vois, le fait de sauter des repas et ben, bah, c'est un petit peu moi, j'ai fait un seul jeûne, hein, qui était un petit peu long et pour la première fois de ma vie, j'ai eu une fringale. Une fringale, une compulsion, je me suis jetée sur des noix, du chocolat 100. Mais heu, voilà, je trouve ça quand même perturbant de développer, tu vois, des troubles alimentaires que tu n'avais pas avant. Tu vois? Parce que, voilà, juste Après pour après, il faut savoir faire la différence entre un vrai trouble alimentaire et un besoin, physiologique où ton corps vraiment se dit: «Non, là, tu as trop tiré sur la corde, il faut que tu me renourrisses parce que je bien me sûr. sens bien», et effectivement, après, la résultante n'est pas forcément la résultante que tu aurais voulu, c'est-à-dire que tu te jettes sur du chocolat noir et des noix. Mais c'est bien qu'il manque quelque chose à ton corps. Si c'est pas le meilleur aliment possible sur lequel tu aurais pu, te lâcher, mais si ton corps a fait ça, et si c'est pas mental et si tu te dis bien: «Ouais», enfin, il y a forcément un peu de mental et un peu de physique, il y a forcément un peu des 2. Mais si c'est plus physique que mental, c'est qu'il y avait un besoin qu'il fallait, combler. Et bon, c'est pas comblé de la meilleure façon possible parce que, bah, quand tu peux pas réfléchir correctement parce qu'il y a un manque, et donc du coup ton corps t'envoie des signaux pour, manger du chocolat et des noix. Tu le fais en te disant: «Merde, je me suis fait une fringale de noix et de chocolat et c'est pas terrible». Ouais, mais c'est qu'il y avait un besoin quand même profond. C'est pas juste un besoin mental de me dire: «Je le fais par habitude» ou «Je le fais par machin», et après l'avoir fait, tu arrives quand même à rationaliser ce truc en te disant: «Oui, ça, c'était pas normal. Là, il y a un truc que j'ai fait qui n'était pas 100 réfléchi, qui était vraiment de l'ordre de l'émotionnel ou du manque, physiologique, qui a forcément été poussé par de l'émotionnel et à un moment a été dans le mental». Et parce que moi je sais, j'essaie de me surveiller aussi et voir que des fois il y a mon mental qui me dit: «Oh ouais, je me ferais bien un truc au chocolat»,
des fois, tu le repousses et tu dis non, c'est une connerie, mais tu as la pensée qui vient. Et quand c'est une fois toutes les 4 heures, je me dis bon, ça va, c'est une petite blessure émotionnelle, je comprends pourquoi tu me dis ça, c'est bon, voilà, là j'arrive à analyser pourquoi j'ai ce message-là. Mais quand ça revient une fois toutes les demi-heures et que tu es en train de travailler et que d'un coup tu as oh, je me mangerais bien du chocolat, puis une demi-heure après, oh, je me mangerais bien du chocolat, et là je fais oui, non, là, il y a peut-être un besoin physiologique qui fait que j'ai cette pensée qui revient beaucoup plus souvent que juste une fois toutes les 4 heures. Je pense qu'il y a aussi une histoire de temporalité. Si ça revient vraiment, vraiment beaucoup, il y a des chances que ton corps essaye de t'envoyer un message. Il ne te donne pas forcément la meilleure réponse possible parce que ton corps, il t'envoie juste des messages à ton cerveau qui interprète ça de manière bizarre en te disant va bouffer du chocolat, alors que ce ne serait pas forcément la meilleure chose à faire. Mais il y a sûrement un besoin qui a besoin d'être comblé. Et donc, c'est moins grave que si c'était juste une blessure émotionnelle à combler, quoi. Ouais, moi j'ai un gros biais là-dessus, hein, donc à prendre, à prendre comme tu veux. Mais c'est vrai que moi la plupart de mes clients, donc forcément qui ont besoin d'aide, hein, par rapport à l'alimentation et ben, en fait, ils ont tellement tiré sur la corde, que ce soit au niveau de l'alimentation, parce que ce sont justement des hommes qui font des tests sur eux, que, moi j'essaye vraiment de séparer tout ce qui est jeûne de tout ce qui est alimentation. Je pense qu'il y a un timing à respecter et qu'effectivement, on peut aller plus vite en faisant du jeûne intermittent. C'est ce que je Souvent, c'est ce qu'on propose, hein, le keto avec le jeûne intermittent. Mais moi, je préfère vraiment découpler les 2 et de voir si on arrive au jeûne intermittent parce qu'ils ont un organisme qui est tellement, explosé que moi, je préfère, peace, abondance et déstresser le corps Oui, parce que au c'est déjà début, assez stressant comme ça au début. oui, Sauf oui, que le début peut durer bien plusieurs sûr, mois aussi bien et sûr. donc vraiment, en général, encore en fonction du contexte, hein, mais c'est vraiment faire 3 repas par jour, faire, quelque chose parce que c'est déjà tellement stressant pour le corps, de changer d'alimentation, tu Oui, vois? Et puis, tu vois, ce sont des perfectionnistes qui font des tests sur eux-mêmes et puis qui sont contents parce qu'ils voient qu'il se passe quelque chose. Tu sais, tu découvres, un autre univers, quoi. Tu vois quelqu'un qui se met au keto, qui se met au carnivore, tu as l'impression d'avoir percé les mystères de l'univers, tu vois? Et mais ce sont des outils et ton corps a besoin d'être respecté, tu vois? D'être choyé, d'être coucouné, et il faut pas aller trop vite. Voilà. Et à la fin, c'est ton corps qui décide et c'est ton cerveau qui contrôle toutes tes hormones, qui décide de lâcher, qui décide de réguler la leptine, le cortisol. C'est pas toi qui décides. Oui, non, mais c'est rigolo que tu dises c'est ton cerveau qui décide parce que c'est tes hormones qui décident un peu des signaux qui sont envoyés à ton cerveau. Enfin, moi, je sais que personnellement, je suis plus déprimé quand je bouffe pas correctement. Donc, du coup, c'est tes hormones qui donnent des messages à ton cerveau qui fait en sorte que tu as des fringales ou des trucs, etc. Donc, c'est pas forcément ton cerveau qui décide de tes hormones, c'est plus l'inverse, même plutôt, Ah la bah non, plupart du temps, je dirais. ah bon? Non, 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 c'est ton cerveau qui décide de tes hormones, de la leptine, de toutes tes hormones circadiennes. Est-ce que, est-ce que, Alors, ton cerveau inconscient, alors on va dire pas ton cerveau conscient. ah oui, non, je parlais on a plusieurs personnes en Physiquement, nous-mêmes, hein. Non, je parlais vraiment de celui qui dicte, tes hormones, qui dicte, d'accord. Et parce que moi, j'allais dire, parce que moi, quand tu dis le cerveau, dans ma tête, hein, dans ma tête, la définition cerveau, c'est le mental que tu arrives à percevoir, qui, en tout cas, quand tu t'es un petit peu surveillé avec la méditation, et cetera, tu arrives à savoir qu'il y a au moins 2 voix en toi. Il y a, entre guillemets, la voix où c'est toi qui dirige et la voix des petites pensées qui viennent t'emmerder. Et Heu, les petites pensées qui viennent m'emmerder, c'est pas moi qui les contrôle. C'est pas moi qui décide d'un coup de me dire: «Oh, il y a ce truc-là, il faut faire ce truc-là, fais attention, va bouffer du chocolat», je sais pas, j'essaie de penser à mes petites idées, mais rumine sur ce truc-là parce que, ça va pas dans ta vie, il faut que tu changes ce petit truc-là, machin, et cetera. Ça, c'est pas moi qui le contrôle. Ça, c'est clairement quand mon corps il va pas bien ou qu'il y a un danger quelque part, il m'envoie des signaux, c'est pas moi qui ai décidé d'avoir ces signaux-là. Donc voilà, quand tu me dis le cerveau contrôle les hormones, en tout cas, c'est pas la partie consciente du cerveau qui contrôle les hormones.
Non, parce que moi je lui ai dit: «Vas-y, fais-moi perdre du poids», il m'a pas écouté, hein et Oui, voilà, n'est-ce pas? Ouais, c'est extrêmement intéressant tout ce que tu as fait. Heu, Moi aussi, j'essaye de tester des choses sur moi. Je pense mais là où tu as raison, au tout début, je pense pas qu'il faille, partir tout de suite sur du jeûne intermittent ou sur du jeûne, moyen ou du jeûne à long terme. Heu, Au tout début, effectivement, si déjà on stresse suffisamment le corps pour aller, changer les habitudes alimentaires pour lui redire: «Je suis nourri, donc je commence à reproduire des trucs que je produisais plus avant, j'ai plus de protéines, j'ai plus de lipides, j'ai plus de choses à gérer» et effectivement rajouter le jeûne intermittent à ça, ça génère beaucoup trop de stress par rapport à, vaut mieux rajouter du stress petit à petit. Vaut mieux venir naturellement au jeûne intermittent que s'y forcer, ça c'est voilà, sûr. c'est ça. C'est ça l'idée, c'est ton corps est un temple sacré et donc Oui. c'est à toi de t'adapter à ton corps et c'est à toi de lui fournir tout ce qu'il faut. Lui fournir, des Mmh. briques, lui fournir des protéines, pour se construire, lui fournir du carburant, du gras bien sûr, et Mmh. puis, on n'a pas parlé de la respiration, du système nerveux, mais tout ça, ça va quand même le mettre à rude épreuve et c'est stressant de changer d'alimentation. Ça fait depuis des dizaines d'années que ton corps s'est habitué à, à carburer au sucre, bon l'an, mal an, parce que finalement, encore une fois, le réservoir de sucre est très petit. Donc tu vois, il faut pas en faire trop parce que c'est toxique, mais si jamais tu tombes aussi, c'est pas bon. Donc effectivement, c'est pas rentable, c'est pas très efficace de carburer au sucre. C'est pour ça que carburer au gras, mais encore faut-il le faire, hein, parce qu'on est dans un monde de drogués avec, ouais, il y a quelques centaines de milliers d'années, il y avait pas de supermarché au coin de la rue où Non. tu pouvais où tu pouvais acheter tout ce que tu voulais et donc avoir, ce recul sur soi-même et puis, et acheter des choses, qui vont alimenter, nourrir ton corps et pas avoir de la dopamine, frelatée, bon marché avec des bonbons et cetera. Parce que c'est ça, hein, la drogue, ça te procure de la dopamine. Sauf que Oui, c'est c'est de la ça. merde, c'est de la merde et voilà et La faire un mauvaise effort, ouais, faire un effort sur soi-même et de se dire, «Non, je ne vais pas prendre ça», ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Oui, l'avantage des régimes cétogènes et carnivores, c'est qu'on est capable, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, de se faire plaisir, avec d'autres aliments et de réussir à se sentir plein avec d'autres aliments. Ce qu'on fait pas, par exemple, avec Weight Watchers ou ce qu'on fait pas quand on essaye juste de faire de la suppression calorique et où on se dit: «Ah non, je peux pas manger plus que ça parce que sinon ça va dépasser mes calories de la journée et ça va être dur et tout» et après là, vraiment mentalement, c'est très, très compliqué. Heu, je pense qu'il est plus simple de manger énormément d'aliments sains que de manger peu d'aliments malsains. Je pense que c'est plus simple de faire un remplacement, total de ça, de suivre les signaux de son corps par rapport à la satiété et le besoin de se nourrir, que d'aller contre, cette nature de l'homme qui est, bah, il faut que je nourrisse mon corps, c'est instinctif, il faut que je survive donc s'il te plaît, donne-moi à manger et faire de la restriction calorique, c'est vraiment juste aller contre ce besoin naturel, de ton corps qui te dit: «Non, nourris-moi» et en fait, tu lui dis: «Non, je veux perdre du gras, je ne te nourris pas». Quel Trouve ça enfer. insupportable quand tu vois tous les petits jeunes, tous les coachs sportifs qui te disent: «Il y a un truc à Ah faire, c'est le oui, déficit calorique» et je ah suis oui, là: «Mais à c'est chaque fou fois que quelqu'un ça!» dit ça, j'ai envie Ah de mais l'étrangler. c'est, moi c'est pareil. Déficit calorique, pourquoi pas, mais dans des cas hyper spécifiques, si jamais tu Oui, fais un combat de boxe, si jamais, enfin, je sais pas, mais franchement dire à monsieur tout le monde de te mettre en déficit calorique, donc de baisser ton métabolisme de base, de perdre un petit peu, puis après ça se stabilise et puis après de recommencer un déficit calorique et puis mais, on l'a déjà fait ça a jamais marché. ça Ça marche n'a pas. jamais marché. Et donc après, ils sont complètement flingués avec, ils sont crevés, ils sont en burn-out, c'est incroyable. Moi, la preuve que je donne tout le temps, enfin, et je pense que c'est une vraie preuve parce que les réseaux sociaux, c'est tellement gigantesque que, forcément ce serait arrivé. C'est-à-dire que je vois de plus en plus de gens qui, intentionnellement, d'eux-mêmes, se mettent à parler du régime cétogène et du régime carnivore parce que ça a eu des effets incroyables sur leur vie et cetera.
Je ne connais pas de chaîne YouTube fait par un mec qui a pas été payé par Weight Watchers pour dire oh le déficit calorique ça a changé ma vie, je me suis guéri de tonnes de maladies. Il y en a aucun, il y en a aucun. Et la plupart des gens qui ont réussi à perdre du poids en déficit calorique et qui en font la promotion, en plus, ont souvent moins de 25 ans ou moins de 30 ans. C'est jamais des personnes qui ont eu des grosses maladies, c'est jamais des personnes qui ont été obèses, c'est jamais des personnes qui ont attendu très longtemps et ont commencé un régime après 30 ou 35 ans. C'est souvent des petits jeunes qui peuvent encore faire des bêtises. Et d'ailleurs, pareil, on en a parlé avec Clément qui est coach sportif et qui a dit, moi j'ai toujours fait ça, mon truc qui fonctionne. À 35 ans, je continue à faire la même chose, je me suis mis à prendre du poids et c'est là où je me suis dit, mon truc il marche pas. Et il a arrêté de faire en plus, c'était pas le sport, parce qu'il a arrêté de faire du sport au moment où il s'est mis à faire un régime cétogène carnivore. Et là, il s'est remis à perdre du poids. Et il s'est dit, donc en fait, c'est bien la nourriture qui fait ça. C'est pas le sport et c'est pas le déficit calorique. Et alors là, tu te dis, waouh, en fait, tout le monde nous dit ça, alors que ça ne fonctionne que pour les gens qui ont moins de 30 ans, quoi. Ça fait super mal au cœur parce que tu as des Oui, gens bien qui sûr. font des restrictions, qui s'empêchent de manger, qui passent Oui, toute leur vie à s'empêcher de manger. Moi, j'ai eu ce choix aussi. Je te dis, à 10 ans déjà, exactement. les filles, tu vois, tu te poses des questions en disant, bon, est-ce que je suis prête à m'affamer? Tu vois, parce qu'en gros, c'est ça, dès l'âge de 10 ans, tu te dis, moi aussi, je veux être mince, je veux être machin. Et en fait, je me suis dit non, parce que moi, j'avais trop faim. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée. Tu vois, j'ai jamais eu de problème. Tu vois, il y a beaucoup de femmes qui perdent leurs règles quand elles font Oui, des régimes yo-yo, etc. Je pense que moi, j'avais un métabolisme qui était fort parce que même si je mangeais des glucides, tu vois, je mangeais à satiété tout le temps. Et le fait de s'affamer en permanence et d'affamer son corps, d'épuiser son corps, ça l'atteint. Tu imagines que pendant toute l'histoire de l'humanité, on a essayé d'avoir suffisamment de calories, tu vois, pour alors que survivre. Bah c'est oui, de manger le moins possible. Avec tout le temps cette angoisse dans la tête en disant: «Ouh là là, si jamais je mange trop, je vais grossir». C'est horrible, c'est horrible. c'est une catastrophe. L'histoire de la restriction calorique, moi, me donne mal au cœur aujourd'hui avec maintenant ce que je sais sur les régimes cétogènes et sur les régimes, carnivores. Dès que j'entends quelqu'un dire, calories in, calories out ou, restriction calorique, je me dis: «Lui, il a rien compris, il sait pas de quoi il parle et c'est une galère». Et c'est malheureux parce que ça rend malheureux énormément de gens. C'est extrêmement détrimental. Moi, Mais encore j'ai oui, encore une fois, le côté, le système hormonal, moi, quand je t'ai dit que j'avais perdu 25 kilogrammes, j'ai perdu 25 kilogrammes en mangeant 4000 kilocalories par jour. et voilà. Parce que c'était open bar parce que j'avais pas envie de maigrir. Non, mais c'est un peu paradoxal quand même, c'est que donc je mangeais matin, midi et soir, éventuellement un goûter et tout, parce que j'étais là pour aider ma mère, tu vois? Pour, l'accompagner et donc il fallait manger, pas se forcer à manger, pas du tout, mais, envoyer un signal fort à ton corps en disant: «Regarde, il y a plus de riz, mais par contre, il y a une autre source de carburant. Regarde, elle est là, c'est du gras». Et donc, je mangeais très, très gras. Et puis, bon, comme j'avais une appétence pour ça, mais je te dis, perdre 25 kilos en mangeant 2 fois plus que d'habitude, tout le monde devrait se poser des questions. C'est possible. Exact. Oui. De toute façon, rien que dire, perdre 25 kilos en, c'est combien? 2 mois, en mangeant 4000 calories par jour, déjà les gens, ils devraient te dire: «Ce n'est pas possible». Ouais, c'est ça. Déjà, des 4000 calories par jour, c'est énorme, hein. Je ne sais pas si les gens voient exactement combien ça fait 4000 calories, mais c'est Bah, surtout si tu vas dans que le monde du fitness et que tu leur dis: «Je mange 4000 calories par jour», ils vont te dire: «Mais ça va pas bien?» Et pourtant et puis ça va vite avec le gras, hein. Tu mets du gras un petit peu oui, partout et bien puis sûr. Ah bah, le gras, c'est hyper calorique en plus. ouais. Moi, si je devais parler, moi, de mon enfance, parce que quand tu as parlé du fait de vouloir, être mince et être attrayant, quand on est jeune, vers 15 ans, moi, j'ai pas eu j'ai pas eu le même problème du coup, puisque moi, je mangeais toujours à satiété et je mangeais toujours, voilà, pareil, je me suis jamais mis dans la restriction calorique, c'était pas mon truc, mais j'ai eu le contrebalancier de n'être attirant pour personne. Donc, c'était pas terrible non plus. Mais voilà, au moins, j'avais pas de problème métabolique, j'avais pas de problème de sous-nutrition en tout cas. Ah bah, tu deviens beau gosse maintenant, c'est encore mieux, non? Tu C'est rattrapes gentil. ce que j'avais. Mais oui, je le trouve aussi. Quand je regarde mes photos d'il y a 1 an, 2 ans, oui, oui, je sais que, mais j'aurais pu le faire à l'époque, fallait juste qu'on ait les connaissances et que je mange correctement. Ouais. J'ai aussi eu ma période végétarienne aussi, qui a pas aidé.
plein de croyances que les gens te donnent et qui sont pas forcément très bonnes pour toi, mais on va réapprendre, l'humanité va réapprendre petit à petit à, qu'est-ce qu'il faut vraiment manger pour être en bonne santé, on a vu pendant ces 60-70 dernières années que ce qu'on fait ne fonctionne pas, au niveau global, hein, au niveau de tous les êtres humains qui sont de plus en plus malades, qui a de plus en plus de diabète, de plus en plus d'Alzheimer, de plus en plus de cancer. On La seule chose qui a changé au niveau, global, c'est la façon de manger, donc c'est forcément ça qu'il faut changer. C'est là où il faut regarder comment ça se passe et comment faire pour être des humains en bonne santé. Donc moi, je suis assez optimiste sur le futur parce que du coup, j'ai eu cette conversation avec, Ulrich qui lui est très pessimiste. On est d'accord. Moi, je pense qu'une fois qu'on a goûté à la bonne façon de se nourrir et la bonne façon d'être en forme, on va pas revenir en arrière. On va pas revenir dans le piège du sucre, en se disant: «Oh bah non, mais finalement ils avaient raison, je vais me remettre à manger des pâtes et du riz tous les jours». Donc je pense que petit à petit les consciences vont s'ouvrir et il faut juste qu'il y ait suffisamment de personnes qui arrivent au point de rupture de se dire: «Ce que j'ai fait jusqu'ici ne fonctionne pas, je vais essayer de faire ça», et qu'une fois qu'ils essayent comme alors moi quand tu m'as dit, le problème du régime cétogène, c'est qu'il fonctionne pas quand on le fait pas, et effectivement, ce que j'ai envie de moi dans ma tête, c'était pas quand tu as dit ça, j'ai pas compris quand tu arrêtes, les bénéfices s'arrêtent. J'ai compris quand tu ne le fais pas, tu ne peux pas voir les bénéfices parce que en fait, c'est ça. La plupart des gens qui critiquent le régime carnivore et le régime cétogène sont des gens qui ne l'ont jamais fait. Et donc, du coup, ils peuvent même pas savoir dans quel état mental on est. Ils peuvent pas savoir dans quel état physiologique on est. Ils peuvent pas savoir l'énergie qu'on a. Et c'est pour ça qu'ils le critiquent parce qu'ils essayent pas. Non, et puis il y a une levée de boucliers qui est assez, incroyable en fait parce que, Ah bah, ils veulent pas que l'information se sache. Oui, ça, c'est un autre débat. Oui. bah, disons qu'ils ont fait comme ça, là je parle surtout des pseudo sachants en fait. Ils ont été formés pour ça et ils peuvent pas se remettre en question. Pendant des dizaines d'années, ils ont fait comme ça, ils ont été formés pour ça, ils ont pas l'intention de changer d'avis sur la question. Moi, quand je vois des malades, c'est pareil, quoi. Il y a des petits diabétiques, c'est plus facile. Enfin, c'est horrible de dire ça parce que j'ai pas envie de, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais ils en sont arrivés à se faire des piqûres d'insuline et puis à côté avoir des bonbons. Donc en gros, tu vois, à gérer leur glycémie à l'aide de bonbons et d'insuline. Alors qu'il Oui. suffirait de supprimer les glucides pour lesquels ils sont intolérants. Et moi, ce qui m'embête aussi, c'est que il y a des moyens aujourd'hui. Il y a des moyens qu'on peut mettre en place avec une analyse de sang et tester sa glycémie. Déjà, ta glycémie, elle prend 10, 20, 30 ans pour changer, pour indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc, il y a une autre mesure qui est beaucoup plus fiable, hein, c'est tester l'insuline à jeun. Oui. Pourquoi est-ce qu'on ne teste pas l'insuline à jeun? Je ne sais pas. Il y a Joseph Kraft qui faisait des essais dans les années 80, je crois, où justement il testait ton insuline toutes les demi-heures après avoir pris du sucre, comme les femmes enceintes, donc ça pourrait être possible. Et je crois qu'il avait déterminé qu'il y avait 80% de la population en fait qui était prédiabétique ou diabétique et la plupart ne le savaient pas. Tu vois, parce qu'on ne le sait pas à cause d'une glycémie anormale, on le sait grâce à l'insuline. Ben Bikman en parle souvent dans ses vidéos. L'insuline, c'est une hormone de longévité. Plus ton insuline est basse, et plus tu vas être sensible à cette insuline, et plus tu vas vivre longtemps. Oui. Et il suffit de tester ça. Et moi, je m'en fous. Moi, je paye hein, mes analyses, parce que s'il faut commencer à parler avec les médecins pour dire quoi, on s'en sort pas. Donc, on est vraiment dans Obligé de un leur ramener des papiers. système, c'est le process, tu sais, donc on fait un Mmh. check de Mmh. tout. Mais le premier truc à faire, c'est tester son insuline et jeune, en fait, parce que ça met beaucoup de temps à se mettre en place. Et après, il faut voir à environ combien il faut être. Parce que moi, la dernière fois que j'ai fait mon insuline à jeun, c'était marqué qu'il fallait qu'elle soit inférieure à 25, ce qui est hallucinant. 25, non. Tu vois, Ben Bikman, il parle Non, plutôt de... 10, entre 10 et 6, je crois, de mémoire. Il faut qu'elle soit inférieure à 6. Quand tu es en keto, tu es D'accord. inférieur à 6, tu vois, donc tu es OK. entre 2 et 5. Et lui, il dit entre 7 et 17, il y a un PB, tu vois.
et au-dessus de 17, là, il y a Mmh. aucun doute. Mais dans mon truc, c'est marqué, il faut que ça soit inférieur à 25. 25, c'est pas bon et tu peux avoir une glycémie tout à fait normale avec une insuline à 17. Ah, selon les médecins. Oui, enfin, tu vois, la en plus, la glycémie, c'est assez volatile, tout ça, tu vois? Oui, Mais faire tester l'insuline, ça donne beaucoup plus d'indications sur ton état de santé bien sûr. ou en tout cas, ou sinon un autre truc aussi par contre qui est vachement testé, c'est les TG sur le HDL également. Tu testes, les Oui, triglycérides sur le HDL et ça, c'est fait dans n'importe quelle, analyse de sang avec un oui. bilan lipidique et ça te permet de savoir, où est-ce que tu te situes. Il faudrait que le ratio se situe soit inférieur à 1,5. Tu vois? Mais tout ça, on l'a, mais ça suppose de pas déléguer, la responsabilité de ta santé aussi et parce que c'est vrai qu'il y a un côté angoissant, tu sais, à écouter tout le monde, peut-être écouter notre conversation. Tu sais: «Oui, machin a dit ça, mais l'autre a dit l'autre». Puis tu écoutes, les nutritionnistes de la télé qui te dit: «Ouais, non, mais il y a pas de souci avec le pain, tu peux manger ce que tu veux» Ah oui. et mais voilà, il y a que toi qui es responsable de ta santé, de toute façon et donc personne d'autre. Mais c'est vrai que c'est angoissant parce qu'être responsable de sa santé, c'est une grosse responsabilité, quoi. Vaut mieux, écouter les autres. J'ai eu cette conversation avec des amis, il y a pas très longtemps, parce que je fais que ça, avoir des conversations sur le régime carnivore. Dur, Ah, hein? quand on est dedans, hein, ça amène souvent, il Ouais. suffit qu'on s'installe autour d'une table avec quelqu'un et le sujet va arriver, extrêmement vite. Heu et ouais, j'ai eu cette conversation avec quelqu'un il y a pas longtemps qui m'a donné un argument qui est bon et qui m'a dit: «Dans un monde idéal, on ne devrait pas être expert dans tous les domaines pour pouvoir, fonctionner». Et effectivement, aujourd'hui, bienvenue en 2024, bah, tu es obligé de t'informer toi-même sur la santé, sur comment fonctionne ton corps, sur qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Et c'est très compliqué parce qu'effectivement, on a plein d'informations conflictuelles. Heu, Maintenant, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui témoignent, donc bah, sur le régime keto et sur le régime carnivore, hem et qui n'ont rien à vendre. Moi, je pense que c'est surtout ça qu'il faut regarder. Déjà, si ça passe à la télé, dites-vous bien que, la personne, elle a déjà reçu 50 000 balles pour parler de ce qu'elle va parler, quand elle passe sur le plateau. Donc vous pouvez pas lui faire confiance parce qu'il y a du pognon sur la table, quoi. Heu, si si les personnes racontent des choses, alors là, je vais je vais être un petit peu, faut quand même mettre en contexte, c'est vrai. On peut pas faire confiance à tout le monde non plus. Il y a des gens qui racontent n'importe quoi, bon. Mais si la personne a des résultats sur elle-même, qu'elle raconte son expérience personnelle et qu'elle a rien à vous vendre et qu'elle est juste là pour parler de son expérience personnelle, je pense qu'on peut l'écouter. C'est mon point de vue. Alors après, on peut me dire: «Oui, mais regarde, Ulrich, il vend son livre, je sais pas, il y a des gens qui vendent des formations et cetera». Heu, oui, mais s'ils en font pas la promotion et qu'il y a pas un c'est compliqué. J'essaye de je me prends les pieds dans mon propre argument, mais c'est c'est compliqué aujourd'hui de savoir qui veut votre bien et qui le veut pas. Mais Et alors, moi, de mon côté, c'est vrai que j'ai une vue un peu différente parce que enfin, moi, je prends tous les conseils qu'on peut me donner et puis, mmh, j'en mets certains à la poubelle et d'autres non et franchement, on peut me dire: «Il y a une étude qui a dit que» voilà, je m'en fous, en fait. Je m'en fous parce que je vais la tester sur moi et si ça oui, marche pas sur moi, je m'en fous des résultats de cette étude, tu vois? Tout à l'heure, on parlait de jeûne intermittent, de protéines, trop de protéines, pas assez de protéines. Heu, Moi, je prends tout ce que tu as à me dire parce que si ça marche sur toi, bah, c'est tout ce qui compte, en fait, tu vois? Et oui, bien heu sûr. et tu vois, ça peut ne pas marcher sur tous les autres et si ça marche sur toi, en ce moment précis, parce que si ça se trouve dans un mois, ça sera un petit peu différent, mais s tu tu on dépend de tellement de choses. Le contexte est tellement différent suivant l'âge, le genre et Oui, cetera, et toi, ton contexte de végétarien aussi, peut-être que tu vois, quand tu m'en as parlé, je me dis: «Ah ouais, peut-être que c'est à cause de ça que toi, tu as vraiment besoin de beaucoup, de protéines, peut-être plus que oui, la normale». probablement.
Tu Mmh. vois? Je pensais à Kelly Hogan, par exemple. Elle était, je crois qu'elle était obèse et elle a commencé un régime carnivore et Oui. puis, elle grossissait. Mais elle avait la foi, tu vois? Et puis un jour est arrivé où elle est arrivée à avoir, j'imagine à récupérer toutes les carences qu'elle avait eues et puis là, elle a commencé à perdre du poids. Mais c'est arrivé au bout d'un moment et ça, comment est-ce que tu prévois ça? Tu peux pas prévoir, tu vois? Mais Et c'est pour ça que c'est extrêmement dur. Parce qu'en plus, on n'a pas la patience et le problème, c'est alors, tu vois, nous, on a un cerveau un peu particulier parce qu'on est des testeurs qui testons sur nous-mêmes. Tout le monde n'a pas le temps, ni la présence mentale de se dire: «Je vais faire un N de 1 sur moi, je vais tester sur moi». Il faut du temps, il faut de la patience et en plus, quand tu vois qu'au bout d'une semaine, ça marche pas, tu te dis: «Bon, bah, ça marche pas, je vais faire autre chose». C'est mentalement très stressant et effectivement, comme je disais donc dans la conversation qu'on a eue, dans un monde parfait, on ne devrait pas avoir à faire ça. On devrait avoir des spécialistes qui nous disent la vérité sur la santé et qui nous donnent des trucs qui fonctionnent et pas des médecins qui nous disent: «Prends cette pilule à vie» et puis une fois que tu as commencé à prendre cette pilule à vie, bah, tu as des effets secondaires de cette pilule, donc il faut que je t'en donne une deuxième et cette deuxième, elle te donne des autres effets secondaires, donc il faut que je t'en donne une troisième et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui prennent 10 pilules par jour parce qu'il faut mitiger les effets secondaires de toutes les pilules qu'on a pris plutôt que de chercher la base du problème. Heu et où je voulais en venir, bah, ça, je l'ai vécu. hem, Je l'ai vécu bah, du coup, beaucoup on a les personnes nous dans les donnent pas les bons conseils, quoi. bah, moi, j'étais un soldat, toute ma vie, tu sais? J'écoutais, j'ai vraiment été élevée dans la soumission, totale de l'autorité, tu vois? Autorité. L'autorité médicale, l'autorité, l'école et cetera. Quelqu'un savait toujours mieux que moi, tu vois? Et quand tu as la santé, de personnes, j'ai la santé de mes enfants, j'avais la santé de ma mère, et que je me rendais devant l'autorité médicale et que j'étais en dissonance cognitive à fond, tu vois? Ouais, franchement, se prendre la tête avec des cancérologues, quoi, tu vois? Parce que, elle se foutait de ma gueule ouvertement devant ma mère, tu vois? Et puis ma mère, elle avait besoin d'être en confiance, tu vois? De nous Bah oui. mettre en conflit comme ça, où là, la cancérologue, elle me dit: «Ah oui, d'accord, le cancer se nourrit de sucre». Oui, le cancer se nourrit de sucre, on le sait depuis pas mal de temps, mais le cerveau aussi a besoin de sucre. Et donc moi, je lui dis: Oui, mais en fait, le foie, dégrade des acides gras, il les découpe en cétones et les cétones peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique et aller alimenter le cerveau également». Et puis là, elle me répond pas. Et là, tu dis: «Est-ce qu'elle le sait? Est-ce qu'elle le sait pas? Est-ce que» mais donc quand on sait pas, c'est pas grave, tu vois? Mais, Il faut l'avouer, faut avoir une honnêteté en disant, intellectuel. «Je m'occupe du cancer, je m'occupe des petites molécules, de la thérapie et cetera», mais là, je me suis rendu compte qu'on était toutes seules, en fait, avec ma mère. On était toutes seules et je pouvais pas compter sur la cancérologue. Heureusement, il y en a une autre après qui était vraiment top et qui a vu dans quel état était ma mère, qu'elle était en pleine forme et qu'elle se basait uniquement là-dessus en disant, «En gros, je sais pas ce que vous faites, mais continuez à le faire» Ça fonctionne. Mmh. et voilà, quoi. Et il y a rien de mieux que les signes cliniques, tu Oui, vois? bien sûr. Et Encore une fois, n'y allez pas à l'aveugle. mais c'est vrai que dans le milieu médical, à l'époque, il y a 8 ans, c'est très compliqué de parler d'alimentation cétogène. Là, ça dépend dans quels endroits on est, mais Mmh. la maladie, c'est très, très dur, hein. La maladie, c'est très dur parce que, les malades ont besoin d'aide et en même temps, tu ne peux pas les aider parce qu'il faut que ça vienne d'eux aussi. Il faut pas, ouais, il faut que ça vienne d'eux. Tu peux pas aider quelqu'un qui a pas envie d'être aidé et changer Totalement. d'habitude. Je comprends qu'on puisse dire, «J'ai pas envie». Tu vois? Je sais pas, s'il me reste, quelques mois à vivre, j'ai pas envie de changer d'alimentation. C'est tellement dur de changer d'alimentation. C'est pour ça que tout le monde devrait faire une céto-adaptation quand il est en bonne santé. Oui, bien sûr. Parce que comme ça, si tu es malade un jour, tu sauras quoi faire. Tu seras tapé tous les trucs les plus stressants parce que ça demande des efforts énormes de s'auto-adapter, de faire des tests, c'est super chiant, moi je trouve ça drôle, mais pas tout le monde. Non, moi j'aime pas ça. Mais tout le monde devrait faire une céto-adaptation une fois dans sa vie. Quand il est en bonne santé, c'est mieux, ça épargne pas mal de stress et mais voilà, c'est un vrai parcours du combattant et c'est très dur d'être malade, d'avoir des sons de cloche différents et vaut mieux se poser des questions quand on est en bonne santé.
effectivement. Il est toujours plus simple de, conserver sa bonne santé que de réparer sa mauvaise santé. Et il est aussi plus simple d'avoir des outils dans sa boîte à outils qui fonctionnent déjà plutôt que, d'aller chercher la boîte à outils au moment où tout va pas bien. Parce Mmh. qu'effectivement, c'est jamais dans ce ça marche beaucoup moins bien. Donc comme tu le disais, si on est déjà céto-adapté et qu'on connaît déjà la puissance du régime cétogène, bon après on se dit qu'on délaye. Moi, c'est ce que j'ai dit à mes amis que j'ai eu à table et qui, eux, sont pas du tout prêts à faire ce genre de choses, mais bah, on en a parlé parce qu'évidemment, comme je le fais toujours, il y a l'inquiétude de: «Oui, mais déficience, machin, nin nin», donc évidemment, je sors tout mon argument. Après, ils me disent: «Ah moi, je ferai jamais ça» et je dis: «Il y a pas de souci. Moi, je vous ai juste prévenu que ça fonctionnait et que vous pouvez le faire. Si un jour vous avez un truc tellement énorme que vous n'arrivez pas à le régler, faut que vous sachiez que cet outil, il existe. C'est tout ce que je veux que vous sachiez. Le reste, après, vous le faites pas, vous restez dans votre bulle, vous restez dans vos problèmes, vos cancers, vos diabètes, vos machins. Vous faites comme vous voulez, mais au moins, vous savez que ça existe. Et moi, c'est ça mon but, c'est juste les gens qui veulent le faire, faut au moins qu'ils sachent que ça existe. C'est juste ça. Ouais, et ça, c'est énorme déjà. Savoir que Oui, l'alimentation cétogène existe, qu'elle a été exactement. encadrée de façon médicale depuis longtemps, qu'il y a plein d'études, dessus. Après, c'est vrai que, bah, en France, on a des dizaines d'années de retard, mais c'est vrai que là, il y a de plus en plus d'informations, puis en même temps, de plus en plus de, je vais pas dire de désinformation, mais il y a tellement d'informations qu'à la fin, ça peut sembler, on peut se sentir submergé par toutes les informations. Bah, effectivement, ça demande beaucoup de courage, beaucoup de patience, beaucoup de temps pour essayer de décortiquer, ce qui convient le mieux, puis de faire des tests, et puis d'essayer, hein. Merci Isabelle. Où les personnes peuvent-ils te trouver? Moi, en général, je suis sur, LinkedIn, hein, puis c'est tout. Voilà, sur Ok, ben, LinkedIn et je mettrai dans les commentaires. beh, Merci beaucoup d'être venu pour l'interview. merci de C'était m'avoir passionnant. invitée, Raph.